Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, on va peut-être démarrer. Est-ce que ça te convient, Elsa, de démarrer? Oui, ça me convient. Même si je Allez, suis à la ramasse c'est sur ce pas grave. thème-là, hein. Je suis, D'accord. je suis là pour te donner un coup de main. Donc là, on nous demande de donner tous les diviseurs de 100 du nombre 100. Alors, je te laisse chercher, réfléchir à une technique qui nous permet de trouver tous les diviseurs de 100. On corrige dans quelques minutes. Alors, est-ce que tu as une technique particulière pour attaquer l'exercice, Elsa? Je cherche ce qui est égal à 100 dans l'étape de multiplication. Oui. Alors, quand on dit qu'un nombre divise un autre, ça veut dire quoi? Euh, Quand on dit un nombre A, par exemple, est divisible par B. Je prends un nombre A quelconque et je dis qu'il est divisible par B. Autrement dit, B est un diviseur de A. Qu'est-ce que cela veut dire? euh, Alors, quand on te dit ça, tu dois forcément penser tout de suite à la division Euclidienne. euclidienne. Et quand on dit que B divise A, autrement dit A est divisible par B, cela veut dire que le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. D'accord? Donc Oui, là, on est en train de chercher tous les nombres qu'on peut appeler B qui vont diviser 100. D'accord? Alors, donc l'idée, c'est de tester les, les nombres de 1 à 100. Si je veux appliquer cette méthode-là, donc cela suppose que je vais tester tous les diviseurs en commençant par 1 et jusqu'à 100. Donc je vais avoir 100 opérations, 100 divisions à faire, ce qui est oui. énorme. D'accord? Alors nous avons un théorème qui nous dit, et ça, il s'explique le théorème, moi je vais l'expliquer après, que c'est inutile d'aller chercher à tester tous les nombres jusqu'à 100. Il suffit de tester les nombres, les diviseurs, jusqu'à racine carrée de 100. D'accord? Donc on va tester les nombres B de 1 jusqu'à, comme ce qu'on a fait pour les nombres premiers, jusqu'à racine carrée de 100. Si j'avais un autre nombre, j'aurais appliqué la racine carrée et calculé une valeur approchée. Bon, racine carrée de 100, on la connaît, c'est 10. Donc on va tester en fait les nombres jusqu'à 10. Alors, je vais commencer par 1. Est-ce que 1 est un diviseur de 100? Oui, puisqu'on peut diviser 100
Oui, parce que 1 il divise tout le monde. Hein. 1, c'est le diviseur universel. Donc, regarde, donc si je divise 100 par 1, bah, je vais trouver, bah, évidemment, 100, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse, c'est le reste. Je vais trouver un reste égal à 0. OK. Ensuite, si je regarde le 2, Ben, le 2, c'est pareil aussi. c'est pareil aussi, puisqu'on va trouver 50 ici, on va trouver un reste égal à 0. Donc 2 aussi est un diviseur. Le 3, est-ce que le 3 est un diviseur de 100? Non, le 3, non. Pourquoi? Parce qu'il y aura un reste. Il y aurait un reste. Et pourquoi il y aurait un reste? Comment on le sait? Ben, on le sait parce qu'on sait que quand un nombre est divisible par 3, d'après les critères de divisibilité, la somme de ces chiffres doit être un multiple de 3. Or ici, la somme des chiffres qui forment le nombre 100, c'est 1 plus 0 plus 0, ce qui nous fait 1. Évidemment, 1 n'est pas un multiple de 3. Donc 3, ça ne marche pas. 4, à ton avis? Ben, comme le 2 fonctionne, donc le 4 aussi. Alors, pas forcément. Là, ça fonctionne parce que on peut diviser 100 par 4, on divise par 2, c'est 50. Et encore, on peut encore diviser par 2. C'est pour ça que la division par 4 fonctionne. Mais si j'avais 50, 50, il n'est pas divisé par 4. Pourtant, il est divisible par 2. D'accord? OK. Donc, quand on a un nombre divisible par 2, il n'est pas forcément divisible par 4. Donc, 4, je le mets dans le lot. Alors, est-ce que 100 est divisible par 5? Ben, en fait, pour moi, logiquement, ça serait divisible par Oui, 5, par 25 et par 10, puisque je peux les mettre dans le même groupe. oui, mais là aussi, on va appliquer, tu as raison, mais là, on ne va pas trop réfléchir, on va appliquer le critère de De divisibilité divisibilité. par 5. Le Oui, chiffre voilà. des unités est 0, donc ça fonctionne, et donc on a encore 0. Donc 5, ça fonctionne. Bah, 6, c'est pas bon, 7, c'est pas bon, 7 n'est pas un diviseur de 100. 8 non plus, puisque ça me fait 12,5. 9 non plus. Et 10, ben on a dit qu'on s'arrêtait à 10. Alors, est-ce que 100 est divisible par 10? Oui, Ben oui, parce que c'est le critère, encore le critère de divisibilité par 10, fini par 0. Donc, il est divisible par 10. Alors, regarde pourquoi j'ai posé ces divisions-là, pour te dire, en fait, tous les quotients qu'on va trouver, ils sont aussi diviseurs. C'est pour ça qu'on s'arrête à 10, et c'est pour ça qu'on s'arrête à racine carrée du nombre. Parce que regarde, là, 1, le quotient égal à 100, donc c'est un diviseur qu'on a mis ici. Quand on divise par 2, on va trouver 50. Donc 50, c'est aussi un diviseur. On va trouver un quotient égal à 25, donc 25 aussi est un diviseur, puisqu'on trouvera comme quotient 4. Et 20, on ne l'a pas mis, donc je vais le mettre aussi. Et on a aussi le 20. Donc là, je me fais une petite place ici pour le 20. Voilà, on a tous les diviseurs, le 10 on l'a déjà mis. Vous avez vu, donc on s'arrête à 10 et tous les quotients qu'on va trouver, on va les rajouter, ce sont aussi des diviseurs. Donc on a ajouté 10, 20, enfin le 10 il était 20, 25, 50 et 100. Alors la morale de l'exercice, quand on vous demande de chercher tous les diviseurs d'un nombre, ben, en fait on va tester les diviseurs. On va tester les diviseurs potentiels, possibles quoi, hein, jusqu'à racine carrée du nombre en question. Alors si je l'appelle n, donc si je veux chercher les diviseurs de n, eh bien je vais tester tous les diviseurs potentiels jusqu'à racine carrée du nombre n. C'est pas la peine d'aller jusqu'à n lui-même, ça fait. Donc ça nous a fait des économies quand même là,
puisque là, du coup, on a testé uniquement 10 diviseurs, alors qu'il fallait en fait réellement tester 100 diviseurs si on n'était pas passé par ce petit théorème qui nous facilite la vie. Donc voilà pour ce petit exercice sympathique pour démarrer la séance. Est-ce que tu as des questions, Elsa, ou c'est clair? Non, ça va pour l'instant. Bon, très bien. Alors dans cette séance, j'avais prévu de corriger les exercices d'arithmétique, alors qui sont là. Donc je vous ai proposé de faire les exercices 6, 7, 8, 9 et 10. Alors je vais commencer par corriger l'exercice 6. Tu as eu le temps de les faire, Elsa, les exercices sur l'arithmétique? Non? Oui? Tu as eu le temps d'en faire quelques-uns? En fait, non, puisque comme je me suis toujours pas rattrapée sur les 2 vidéos précédentes, Ah, ça t'a pris du retard. donc oui, j'ai pris du retard. Bon, bon, c'est pas grave. Alors, je vais expliquer au maximum, comme ça tu rattraperas le retard. Donc, ce sont des exercices type brevet, mais ils sont type CRPE aussi, parce que l'esprit est le même. Donc, ce sont des exercices qui peuvent facilement tomber dans des sujets de concours, hein. Alors, pour l'exercice 6, nous avons un vendeur qui possède un stock de 120 flacons de parfum et 144 savonnettes. D'accord? Donc, on va partir. Donc, il a un stock. Je vais schématiser ici donc 120 exercices, 120 flacons de parfum. Alors, je vais m'appliquer un peu plus là. Hop. Donc, nous avons 120 flacons de parfum et 144 savonnettes. Voilà. Voilà le stock de ce vendeur. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite faire? Il souhaite confectionner avec ces stocks-là, avec cette marchandise, des coffrets. Il voudrait fabriquer donc des coffrets. Et dans chaque coffret, il voudrait mettre donc quelques flacons de parfum et quelques savonnettes. D'accord? Donc là, si je symbolise des flacons par des, je sais pas moi, des carrés, les savonnettes par des triangles. Donc ici, il voudrait en fait avoir des flacons, on ne sait pas combien, de parfum, et des savonnettes, mais on ne sait pas combien. Et il voudrait que donc fabriquer le maximum de parfums et le maximum de coffrets, pardon, et dans chaque coffret, il faut qu'on ait la même composition. Voilà. Donc là, hop, je marque ici, on voudrait le maximum de coffrets. Alors, ce genre d'exercice, quand vous voyez donc le mot, donc ici, on vous a parlé, donc le mot maximum, vous le voyez ici, donc le grand nombre, le plus grand nombre de coffrets, donc ici il y a le maximum de coffrets, et dans chaque flacon, on a la même composition. Voilà, donc chaque coffret, vous allez avoir la même composition. Et donc, comment on va faire pour déterminer le nombre de coffrets possibles d'abord, et ensuite la composition de chaque coffret. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, donc, puisque à partir de cette composition-là, on va aller chercher des flacons de parfum. Donc là, on va alimenter chaque coffret. Donc là, on va aller alimenter ces coffrets par ce stock-là et on va en faire plusieurs coffrets
Donc, je vais le mettre en bleu. J'essaie de faire un schéma qui soit clair. Donc, on voudrait faire plusieurs coffrets. On ne sait pas combien, hein. Et donc, ici, ces flèches vertes, c'est juste pour montrer qu'on est en train de partager ce stock-là pour former ces coffrets. Donc, la notion de partage, ça nous renvoie à la notion de division. D'accord? Donc, on est en train de partager équitablement. D'accord? Donc, dans chaque coffret, on a la même composition. Donc, on va partager équitablement ces coffrets à partir du stock disponible. Et donc là, on est en train de chercher un diviseur qui divise à la fois 120 et 144. Si j'arrive à avoir un nombre qui divise à la fois 120 et 144, eh bien, je vais pouvoir avoir un nombre de coffrets, un nombre entier. Et ce nombre diviseur, c'est lui qui va me donner le nombre de coffrets. Alors maintenant, je ne veux pas n'importe quel nombre diviseur, je voudrais le plus grand diviseur. Et donc là, du coup, le plus grand diviseur, c'est ce qu'on a appelé la dernière fois, donc le PGCD. Donc cet exercice, en fait, il nous demande tout simplement d'aller chercher le PGCD de 120 et 244. Et ce PGCD, c'est lui qui va me donner le nombre de coffrets maximum, donc le plus grand nombre de coffrets que ce vendeur souhaite composer ou souhaite fabriquer formé à partir des flacons et des savonnettes qu'il a, à partir des 120 flacons et 144 savonnettes. Alors, comment j'ai trouvé la notion de diviseur? Puisque de toute façon, je vais prendre mon stock et je vais le découper, je vais le départager, je vais le subdiviser en plusieurs portions, en plusieurs paquets ou parties. Et donc là, cette notion de partage doit nous renvoyer dans notre, je dirais, modèle ou modélisation à la notion de division. D'accord? Donc c'est un exercice type concours et type même dans le raisonnement. Hein. Donc dès que vous avez ce type de partage équitable et vous voulez fabriquer le maximum, une quantité la plus grande possible de coffrets ou de sacs, contenant la même chose, bien sûr. Donc chaque sac est identique hein, à l'autre, hein, aux autres. Et donc, du coup, vous pensez au PGCD. Alors maintenant, la question, comment on va calculer ce PGCD? Bon, plusieurs façons de le faire. Alors, on peut tout simplement utiliser la calculatrice. Donc, je vais commencer peut-être par la calculatrice. Comme ça nous rappelle l'utilisation de la calculatrice. Et donc, je vous rappelle, pour ceux qui ont ce type de calculatrice, la TI Collège Plus. Donc, on va tout simplement cliquer dans Maths. On va chercher PGCD. Et puis, on va taper les deux nombres. Donc, c'était 120. Alors, attention, je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, point virgule et point virgule. Donc, seconde, point virgule pour activer point virgule. Et donc, 144, les 144 savonnettes. Et donc, on trouve un PGCD de 24. Donc, il va pouvoir fabriquer 24 coffrets. Donc, on aura 24 coffrets. Alors, comment trouver la composition de chaque coffret? Eh bien, c'est pas très compliqué. Donc, commençons par chercher, par exemple, le nombre de flacons de parfum. Donc, combien chaque coffret
va contenir de nombre de flacons de parfum, eh bien, il suffit de prendre le nombre de... On a 120 flacons au total, et on va diviser par 24, puisqu'on a 24 coffrets. Donc 120 divisé par 24, ce qui va me donner 5 flacons de parfum dans chaque coffret. J'ai mis un S de trop ici, hop. Voilà. Alors mon ordinateur il rame un petit peu aujourd'hui à cause de la chaleur évidemment. Donc il souffre. Alors le nombre de savonnettes. Alors même principe, nous avons au total 144 savonnettes que je vais diviser par le PGCD, c'est-à-dire par 24, et ce qui va me donner exactement 6 savonnettes. Donc, pourquoi je trouve des nombres entiers? Parce que j'ai tout fait pour ça. Donc, j'ai cherché un nombre entier qui divise à la fois, 120 et 144. Et j'ai cherché le plus grand diviseur commun à 120 et 144, c'est-à-dire le PGCD, pour répondre à la contrainte de l'exercice, puisqu'on voudrait fabriquer le plus grand nombre de coffrets. Je vais rappeler au passage comment trouver le PGCD avec la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc je vais commencer par décomposer 120. Alors, vous rappelez la méthode consistait à décomposer le nombre en commençant par diviser le nombre par le premier nombre premier, le plus petit nombre petit. Alors, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, le plus petit nombre premier, pardon, donc qui est 2, il divise 120 parce qu'il est pair. On obtient 60 qui est encore pair, donc on peut diviser par 2. On peut encore diviser par 2 puisque 30 est pair. On arrive à 15, maintenant il est impair. On passe au nombre suivant, au nombre premier suivant qui est 3. Et on va trouver 5, qui est aussi premier. Donc on va diviser par 5 et nous avons notre décomposition. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc la décomposition en facteur premier de 120, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je fais la même chose pour 144. Donc là, on revoit les méthodes de décomposition qu'on a vues la séance dernière. C'est toujours intéressant de les revoir. Donc, je vais diviser 144 du coup par 2, puisqu'il est pair. Voilà, hop. Donc, je peux le diviser par 2. Donc, 144 par 2, ça va me donner 72. La moitié de 140, c'est 110. La moitié de 4, c'est 2. 72 est pair, donc je divise encore par 2. Et donc 72 divisé par 2, j'obtiens encore un nombre pair, qui est 36. Je le divise par 2, la moitié de 30, c'est 15, plus 3, c'est 18. Encore pair. Et donc on obtient 9, qui est impair. Je divise par 3. 9 divisé par 3, ça me donne 3. Qui est premier. Et j'ai ma décomposition. Voilà la décomposition en facteur premier de 144. Donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Alors maintenant, pour trouver le PGCD, c'est presque réglé. On va entourer, on va repérer les diviseurs qui sont à la fois dans les nombres premiers qui sont présents, à la fois dans 120 et 144. Donc j'ai un 2 qui est présent
un deuxième 2 aussi. Voilà, et encore un troisième. Donc j'ai 2 à la puissance 3 qui est un diviseur commun. Il y en a encore un 3 qui est présent dans les deux. Et donc le PGCD des deux nombres en question, 120 et 144, ça a glissé là, hop, égal, on va en faire le produit de tout ce qu'on a entouré, donc 2 fois 2 fois 2, donc ça c'est 8, fois 3, qui va me donner 24. C'est ce que j'ai trouvé avec la calculatrice. Donc voilà la décomposition, la méthode, enfin comment trouver le PGCD de deux nombres avec la méthode dite de décomposition en produit de facteurs premiers. Avez-vous des questions? Oui, est-ce qu'il y a un autre moyen de trouver le résultat? Il y a un autre moyen de trouver le PGCD. Tu parles du calcul du PGCD, hein? Non, je voulais dire La solution de le nombre l'exercice. 24. Oui. Est-ce qu'on ne Oui, pouvait pas le faire avec un tableau? alors comment tu vas présenter ton tableau? En fait, j'aurais cherché. En fait, peut-être pas forcément un tableau, mais il y a 120 flacons. Je me Oui, serais dit que je peux faire au moins 120 coffrets. oui, mais si tu fais 120 coffrets, tu n'auras pas t'auras 120 savonnettes et 24 qui vont rester dehors. Il faut Ensuite, utiliser, les il faut 24, je utiliser les tout le aurais stock. divisés pour. Eh ben non, il faut Ah, les j'aurais laisser. pas pu. J'aurais Ah ben pas non, pu. tu Ah oui, peux c'est pas. vrai. Il faut laisser voilà, il faut les laisser entiers. D'accord? Donc l'idée, on n'a pas le droit de tout toucher aux flacons ni aux savonnettes. Et dans chaque coffret, on aura un certain nombre de flacons, un certain nombre de savonnettes, mais le même nombre de partout. D'accord? Et il faut qu'on ait le maximum de flacons. Donc on n'a pas vraiment trop le choix ici. Et la méthode la plus rapide, c'est le calcul du PGCD. D'accord? Donc le PGCD, quand on ne vous demande pas une méthode bien définie, bien explicite, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice hein, sans aucun problème. Si on vous dit rien, si on vous demande de le faire avec une méthode particulière, il faut vraiment la faire. Je voudrais aussi vous montrer comment décomposer, vous rappeler comment décomposer à la calculatrice. On peut le faire aussi, hein, c'est très rapide. 120 par exemple à décomposer en produit de facteur premier, eh bien j'écris 120 et je clique sur décomposition ici. Et vous avez votre décomposition, voilà. Bon, histoire d'aller plus vite, hein, on peut le faire aussi. On peut dire 120 c'est égal à 2 à puissance 3 fois 3 fois 5. Et après, on procède à la recherche du PGCD à partir de la décomposition. Tout est possible. La dernière méthode qui reste à connaître pour le calcul de PGCD, comme ça on aura rappelé les trois, c'était l'algorithme d'Euclide. Vous vous rappelez, hein, donc on va essayer donc de trouver le PGCD de 120 et de 144 par la méthode de l'algorithme d'Euclide. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Donc on a dit on commence d'abord par diviser le plus grand par le plus petit. De toute façon, on ne peut pas faire l'inverse. Voilà, donc 144 que je vais diviser par 120. Voilà. Je pose vraiment la division tranquillement. Bon là, c'est pas compliqué comme division. Hein. Donc 144, j'ai 120. Et donc moins 120, il va me rester 4, il va me rester 2, 1 moins 1 égale 0. Donc le reste de la division est 24. Ensuite, je vais diviser donc, le diviseur par le reste. Là. Donc 120 par 24. Alors 120 par 44, 5 fois 20 ça fait 100, ça nous fait 5 quoi. Puisque 5 fois 4 ça fait 20, et 5 fois 2 20, 100. Donc on a 100, 120. Ce qui nous donne un reste égal à 0.
Bien, une fois que vous avez trouvé un reste égal à 0, on n'a plus rien à faire, on s'arrête. Et puis le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Eh bien, ben voilà, le dernier reste non nul, c'est lui. Donc le PGCD, par la méthode, par l'algorithme d'Euclide, le PGCD de 144 et 120 est égal à 24, quoi. Hein. Voilà. Donc si on vous demande d'appliquer l'algorithme d'Euclide, il faut vraiment faire apparaître vos divisions. Hein. Alors les divisions, vous pouvez les faire apparaître comme ceci, ou bien vous les faites apparaître avec ce qu'on appelle la preuve de cette division. C'est-à-dire vous écrivez tout simplement que 144, à partir de cette division, c'est égal à 1 fois 120 plus 24. La deuxième division que je viens d'effectuer, ça donne quoi? Ça donne 120 égale à 4 fois 25, ou 5 fois 24, plutôt, qu'est-ce que je dis là? 5 fois 24 pour rester dans le... C'est 5 fois 24, je me suis trompé. Hein. Donc c'est 5 fois 24, plus un reste égal 0. Et donc, le dernier reste non nul, c'est lui le PGCD. Donc voilà la méthode, la recherche du PGCD par la méthode de l'algorithme, de l'algorithme d'Euclide. Voilà, est-ce que Elsa, tu as pu rattraper ce petit retard? Oui, je commence à comprendre pourquoi c'est stratégique d'utiliser le PGCD. Alors, stratégique pour te... c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un diviseur, d'accord? On est à la recherche d'un diviseur de deux nombres. D'un nombre, là, je vais prendre 120 et 144, hein, d'accord? Mais des diviseurs communs à 120 et 144, il y en a plusieurs, d'accord? Alors, regarde, si je regarde la décomposition, tout ce que j'ai entouré, hein, ce sont des diviseurs potentiels. Il aurait pu faire 2 coffrets. Il aurait pu également faire 3 coffrets. Et il peut également faire 6 coffrets, 3 fois 2. D'accord? Il peut aussi faire 6 fois 12. Mais tu vois, donc, il y a plusieurs possibilités de diviseurs communs. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche non seulement un diviseur commun, d'accord, qui puisse diviser les deux quantités que j'ai, mais attention, le plus grand. D'accord? Pour que je puisse faire le maximum de bénéfices. Voilà. Et donc là, on est obligé d'utiliser le PGCD. D'accord? OK? OK. Donc, parmi tous les diviseurs possibles, nous, on cible le plus grand. On va passer à l'exercice 7. Alors, l'exercice 7, pareil, c'est aussi un exercice potentiellement de concours. Hein. Pareil, il peut tomber sans aucun problème. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a comme énoncé? Donc on a un ouvrier qui dispose de plaques d'aluminium de 2,20 mètres de longueur, 1,76 mètres de largeur et 5 mm d'épaisseur. Il faut imaginer ici qu'on a une plaque d'aluminium que je vais essayer de schématiser ici rapidement. Donc on peut supposer qu'on a ça, donc une plaque d'aluminium rectangulaire, comme ceci. Voilà. Et elle a une petite épaisseur. Voilà. Voilà ma plaque. J'essaie de faire un schéma propre. Donc une plaque d'aluminium rectangulaire avec une certaine épaisseur. Elle a une longueur de 2,20, 2,2 mètres, c'est la même chose. On a une largeur de 1,76 mètres. Et attention, donc l'épaisseur ici,
elle est en millimètres. Donc j'ai 5 millimètres d'épaisseur, puisque c'est une plaque d'aluminium, donc fine. Alors, il a reçu la consigne suivante. S'il voudrait, donc il a pour consigne de découper dans ces plaques des carrés. Donc, il faut qu'il découpe ces plaques, et dedans, il fait des carrés d'épaisseur 5 millimètres, tous identiques, les plus grands possibles. Donc, il a pour impératif de tracer des carrés tous identiques, et il les veut le plus grand possible. Alors, il faut qu'il ait des carrés les plus grands possibles. Est-ce que c'est clair comme question? Mais combien de carrés qu'on doit faire? C'est à nous de trouver? Eh bien, on ne sait pas. Il nous demande donc quelle sera la longueur du côté d'un carré. Donc, je lis la question, je relis la question. Il a la consigne suivante, il découpe dans ses plaques des carrés. Bon, là, je vais tracer des carrés. On va supposer que nous avons découpé des carrés, mais on ne sait pas combien. D'accord? Et il veut que ces carrés soient les plus grands possibles. Voilà. D'accord? On ne sait pas combien, mais on voudrait avoir des carrés dans ces plaques, bien sûr. On doit utiliser toute la plaque. Et pour découper des carrés comme ça, et les plus grands possibles. Comment on va faire? Est-ce que tu as une idée? Je te laisse réfléchir. À cette question. Et si tu n'as pas compris une consigne, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci. Donc on part d'une plaque rectangulaire qu'on voudrait découper en carrés, en gros, et on veut avoir des carrés les plus grands possibles carrés. Donc, on peut trouver le PGCD aussi, même si ce sont des nombres à virgule. Eh oui. Alors voilà, la difficulté ici, comment se débarrasser de ces... Parce que l'arithmétique, le PGCD, quand on fait de l'arithmétique, on parle que d'entiers, on ne parle pas de nombres décimaux, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, il faudra basculer en nombre entier. D'accord? Donc voilà la difficulté ici. D'abord, c'est de comprendre l'exercice. Et maintenant, comment faire pour aller chercher à faire de l'arithmétique? Il faut qu'on passe à des entiers. Alors, pour passer à des entiers, on va convertir tout simplement. Alors, par exemple, si je passe en centimètres, donc je vais multiplier par 100, parce qu'un mètre, c'est 100 centimètres. Donc, cette largeur est de 176 centimètres. Et j'ai une longueur de 220 cm. Alors maintenant, c'est bon, j'ai des entiers, il n'y a plus de problème. Et regarde comment l'exercice devient simple, c'est qu'on est en train de chercher ici à avoir le côté le plus grand possible. Donc c'est le même côté ici, puisque ce sont des carrés. Et donc du coup, on est en train de chercher un nombre D qui soit le plus grand possible et qui divise à la fois à la longueur et à la largeur. Donc là, c'est terminé. Donc on est en train de chercher un nombre D qui divise 220. Il divise aussi 176. Quand on dit divise, c'est que s'il ne divise pas, c'est qu'on n'a pas un carré, on ne va pas utiliser toute la plaque dans sa largeur. Pour ça, il faut absolument qu'il divise. Et en plus, c'est le plus grand. Donc, si on veut le plus grand diviseur
commun à 220 et 176, eh bien là, c'est clair et net qu'on est en train de parler de PGCD. Et donc, je vais calculer le PGCD de 220 et 276. Ça donne 44. Ça donne 44, très bien. Et donc, 44, c'est tout simplement le côté du carré. Donc, on aura des carrés qui vont avoir pour côté 44 cm. Donc, chaque carré, donc, le côté, la longueur du côté du carré est égale à 44 cm. Voilà. Donc, on a répondu à cette première question. OK. Deuxième question. Donc, dans la deuxième question, on nous dit combien l'ouvrier peut-il faire de carrés dans une seule plaque? Bon, on sait qu'il va faire des carrés de 44 cm de côté. Maintenant, combien va-t-il faire, va-t-il pouvoir faire découper de carrés? Donc, on cherche le nombre de carrés. Alors, as-tu une idée sur le nombre de carrés? Alors cet exercice, je vous conseille vraiment, donc je parle aussi à ceux qui nous regardent en replay, de bien prendre le temps de le comprendre, parce que ce sont des exercices qui tombent assez régulièrement. Voilà. Alors, comment on va faire pour trouver le nombre de carrés? Si vous avez des propositions, je vous écoute. Ben, je me dis que le fait que 44 soit un nombre pair, ça peut aider aussi, non? 44 fois le nombre, c'est sûr qu'on va utiliser 44. Hein. Alors, je vais t'aider un petit peu, regarde. On va commencer à regarder la première rangée, là. D'accord? On va regarder que cette première rangée. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de carrés sur cette première rangée? Ah, il y a un invité qui a proposé une réponse. Alors? Je vais essayer de lire. Oui, parce que je ne vous vois pas. Commencez à... Il a Commence... mis, on Oui. divise 176 par 44 pour la largeur. On peut mettre 4 carrés et on fait pareil sur la longueur. 220 divisé par 44 est égal à 5. On peut en mettre 5 sur la longueur. Très bien. Eh bien, ce raisonnement vient de ce raisonnement-là. Donc, on va regarder la première rangée. Donc, pour la première rangée, je vais avoir donc, sur la longueur, on aura 220 divisé par 44, puisque à chaque 44, j'ai un carré. Donc, le nombre de carrés sur cette longueur, c'est 220 sur 44. Ce qui va me donner, donc tu m'as dit combien? 220 sur 44. 5 carrés, c'est ça. C'est ça. Donc, on aura 5 carrés sur la longueur. Maintenant, donc 5 carrés. Donc, si tu veux, cette première rangée sur la longueur va contenir 5 carrés. Maintenant, il faut que je regarde sur la largeur. Donc, même raisonnement. Sur la largeur, donc une largeur de 176 cm sur 44.
Et donc 176 divisé par 44, qui va me donner 4 carrés. Donc j'ai une plaque qui est comme ceci. D'accord? Donc sur la longueur, vous avez, je triche un peu, vous avez 5 carrés. Et sur la largeur, vous avez 4 carrés. Donc le nombre de carrés, c'est toujours longueur fois largeur. C'est ça, d'ailleurs, c'est de cette formule, c'est de cette réflexion qu'on trouve l'aire d'un rectangle. Donc ici, vous avez une rangée de 4, regardez. Hein. Donc si vous comptez les carrés qui sont dedans, vous allez trouver forcément 4 fois 5, puisque vous avez 4 rangées de 5 carrés, ce qui nous fait 20 carrés au total. D'accord? Donc, on compte les carrés, vous allez trouver 4 fois 5. Donc, c'est un exercice type. Donc, on part d'une surface rectangulaire qu'on voudrait découper ou carreler souvent en carreaux. On voudrait chercher le nombre de carreaux, hein, le plus grand possible, les carreaux qui soient les plus grands possibles, hein, bien sûr, et donc et entiers, hein, des carreaux carrés. Et donc, on va utiliser le PGCD. On cherche un nombre, un diviseur qui divise à la fois la largeur et la longueur. Et ce diviseur, il faut qu'il soit le plus grand possible. Et à partir du moment où vous l'avez trouvé, pour trouver le nombre de carrés, ben, il suffit de regarder sur votre longueur, vous avez disposé combien de carrés. Sur votre largeur, combien de carrés. Ça va vous donner les rangées de carrés. Et donc, le nombre total, ça sera le nombre sur la longueur fois le nombre sur la largeur, et c'est terminé. On a en tout 20 carrés. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Parfois, ce sont des exercices qui peuvent troubler un petit peu. Il faut vraiment les reprendre, essayer de faire des schémas, de bien comprendre ce qu'on fait. Parfois, ils sont mélangés avec des longueurs, calculer la longueur enfin, le périmètre du rectangle. Voilà, on peut mélanger, on peut tout mélanger. D'ailleurs, la question 3, vous voyez, on va passer à carrément autre chose. Donc, pour la question 3, on vous dit la masse volumique de l'aluminium est de 2700 kg par mètre cube. Alors d'abord, on va expliquer ce que c'est que la masse volumique. Ensuite, on vous demande de calculer la masse d'un carré obtenu. Alors, je vais passer juste à côté pour expliquer ce que c'est que la masse volumique. C'est une notion physique des matériaux. Alors, ce qu'on appelle ρ, on écrit avec un symbole grec, souvent ρ, hein, une lettre grecque. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Voilà. Donc, chaque matériau est défini, caractérisé par sa masse volumique. C'est-à-dire, pour une certaine masse ou un certain volume, pour une certaine masse, on aura un certain volume. Et donc, quand on divise les deux, on a toujours une constante qui ne bouge pas. Voilà. Donc, par exemple, si vous prenez la masse volumique du plomb, le plomb, il est super lourd. On dit qu'il est dense. Donc, pour 1 kg de plomb, vous allez avoir un petit volume. Par contre, si vous regardez le coton, pour une masse infiniment grande, bah vous allez, ou infiniment petite même, hein, vous allez avoir un volume très grand. Hein. Le coton, il est léger, donc un grand volume aura une petite masse. Donc vous allez avoir une masse volumique très très différente de celle du plomb. D'accord? Alors là, on nous donne la masse volumique. Donc on nous dit que la masse volumique de l'aluminium, c'est 2700 kg par mètre cube. Alors je vais la noter. 2700
kg par mètre cube. Et donc, je dois trouver la masse d'un carré. Alors, je dois trouver la masse d'un carré en grammes ou en kilogrammes, ça dépend ce que je veux chercher. Bon, comment faire? De toute façon, ici, quand vous avez la masse volumique, de toute façon, il vous faut ou le volume pour trouver la masse, ou la masse pour trouver le volume. D'accord? Parce qu'on est dans une formule ou dans une certaine proportionnalité. C'est la proportionnalité. Alors moi, j'ai le volume. Bah oui, j'ai le volume, pourquoi? Bah, le carré, je le connais. Je connais le carré, les plaques carrées. Donc, le côté, on l'a trouvé. C'était 44 cm de côté. Et j'ai l'épaisseur. L'épaisseur, on a dit que c'était 0,5. Je crois que c'était millimètres, hein, donc faites attention. Donc, on a 5 mm, donc 0,5 cm. J'ai converti directement. Donc on a 5 mm d'épaisseur, c'est 0,5. Quel est le volume de ce carré, ou de cette plaque carrée? Bah, le volume, donc c'est un pavé droit, donc côté, donc j'aurais pu marquer longueur fois largeur, mais c'est une base carrée. Donc je vais marquer côté fois côté. Si vous voulez, côté, c'est pour dire côté. Côté fois côté, fois E, épaisseur. Voilà, on ne m'embête pas. Alors, mais par contre, si je veux utiliser la masse volumique ici, il va falloir ou convertir cette masse volumique en grammes par centimètre cube, ou bien convertir mes données en mètres cubes. Alors, deux façons de faire. Ou je passe tout de suite en mètres, ou je le fais après. Je vais le faire de deux manières différentes. Donc, on a 44 cm, ce qui va me donner 0,44 mètres. Si je convertis centimètres, je vais diviser par 100. Ou bien, je vous laisse utiliser le tableau. Hein. Donc 44 cm, c'est 0,44 mètres. D'accord? Pourquoi? Je peux regarder, si je fais mon tableau, j'ai la colonne des mètres. Ensuite, j'ai la colonne dixième de mètre. Ensuite, j'ai les centièmes de mètre. Et ensuite, j'ai les millimètres. D'accord? Donc nous, on avait une épaisseur de 5 mm que j'ai converti en centimètres, 0,5. C'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, si je veux convertir 44 cm en mètres, donc 44 cm, attention, donc le chiffre des unités dans la bonne unité, donc 44 cm, à convertir en mètres, donc mon chiffre des unités doit passer dans la colonne des unités de mètres, donc ce qui va me donner 0,44. 0,44 mètres, 44 cm, ça donne 0,44 mètres. C'est important de savoir utiliser sans erreur vos conversions. Donc voilà, prenez le temps aussi de bien maîtriser ces passages. Donc j'ai tout converti en mètres, donc 0,44 fois 0,44. Et donc maintenant 0,5 mètres à convertir, 0,5 cm à convertir en mètres, ben, je vais diviser par 100, donc pour passer en mètres. Donc je me décale encore de 2 unités, ce qui va me donner 0,005. Bah oui, regardez, si je veux passer en mètres, j'ajoute 2 zéros. Ok, bon, alors si je calcule tout ça, donc le volume d'un carré de plaque, alors j'ai fait les calculs, ça va me donner en mètres cubes, bien sûr, parce que j'ai tout converti en mètres cubes, 0,030968
mètres cubes. C'est normal, c'est une petite surface. Hein. Donc, voilà le volume de cette plaque. Mais moi, je cherche la masse. Donc, pour chercher la masse, donc si vous avez le volume, d'accord, si vous avez le volume et vous cherchez la masse, donc la masse, c'est tout simplement la masse volumique, c'est ρ, fois le volume. Alors, comment je retiens ces formules? Alors, vous pouvez passer par un tableau de proportionnalité. Mais bon, si vous retenez cette formule-là, masse volumique M sur V égale ρ, la masse volumique. Regardez, si je fais le produit en croix, ici, j'ai rien, donc c'est 1. Donc, regardez si j'applique le produit en croix, M fois 1, ce qui est M, égale, produit en croix, M fois 1 égale à ρ fois V, la masse volumique fois le volume. Voilà, terminé, j'ai ma masse. Et donc, si vous cherchez le volume, donc comme pour les équations, si vous cherchez le volume et vous avez la masse, donc le volume, ça sera la masse divisée par la masse volumique. Puisque vous allez vous débarrasser de ce ρ et on divise par ρ, puisque c'est une multiplication. Bon, là, ce n'est pas le cas. On nous demande la masse, on a le volume. Donc, M égale ρ fois V. Alors, je vais appliquer cette formule. Donc, je vais passer en bleu pour que ce soit plus visible. Donc, maintenant, la masse recherchée, c'est ρ fois V. Bon, tout va bien ici, puisque j'ai une masse volumique qui est exprimée en kilogrammes par mètre cube. Moi le volume que j'ai calculé est en mètres cubes, donc tout va bien. Et j'aurai une masse exprimée en kilogrammes. Donc 2700 multiplié par ce volume que je viens de calculer, que j'écris intégralement. Alors si vous faites le calcul tranquillement, moi j'ai fait le calcul de... Donc j'ai trouvé 6136 kg. S'il n'y a pas d'erreur de calcul, ça doit être ça. Voilà pour la masse d'un carré de plaque d'aluminium de 44 cm, un demi-mètre, presque hein, de côté, et d'épaisseur 0,5 cm. Ok. Bon, ça va, je ne vous ai pas endormi là. Est-ce que j'ai été clair? Il y a des questions, il y a des points à reprendre ou pas? C'est difficile, mais on s'accroche. Oui, c'est difficile, il faut s'accrocher. Bon, là, ces questions-là, en général, ils les mettent vraiment à la fin. Pour faire la différence entre un très 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 bon candidat et un candidat un peu moins bon, quoi. Voilà. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir le concours, on est d'accord. Bon, après, c'est des notions de proportionnalité. Hein. On reste dans le cadre de la proportionnalité. Donc les deux formules qui sont, les deux cas de proportionnalité qui peuvent poser problème dans ces calculs-là, c'est bien sûr la notion de masse volumique et les vitesses, hein, quand on parle de temps et de distance parcourue. OK? Alors, je vous ai dit que le calcul, il se fait de deux manières pour le volume. Là, j'ai converti en mètres cubes. Maintenant, je vais calculer en centimètres cubes et après, je vais convertir en mètres cubes. Vous allez voir, c'est légèrement différent, mais on arrive au même résultat. Donc, si j'avais gardé donc 44 cm fois 44 cm fois 0,5 cm. Et donc là, j'aurais eu le résultat en centimètres cubes. Et pour le convertir, donc là, ça va être un peu dur pour ceux qui n'ont pas encore vu les puissances. Donc ça, ce calcul-là, si vous calculez, hein, je ne l'ai pas calculé, si je l'ai calculé, donc ça fait 968 cm3. Voilà. Mais là, je suis obligé de convertir en mètres cubes parce que ma masse volumique est exprimée
en mètres cubes. Et donc, je sais que 1 cm, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. Et 1 cm3, ça sera 10 à la puissance moins 2 à la puissance 3. Ça veut dire que je dois multiplier par 10 à la puissance moins 6. Et ça veut dire qu'on va diviser par 1 million. Donc on va diviser par 10 à la puissance 6 qui est 1 million. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va reculer de donc 968. Donc je recule de 3 gaz, parce que j'étais là, en fait, chiffre des unités est ici. Donc je recule de 3 rangées, et encore de 3 rangées. Et on retrouve le même résultat qu'on a trouvé ici. Voilà. OK. Donc attention à ne pas confondre le tableau de conversion des longueurs avec le tableau de conversion des aires ou des volumes. Hein. Le tableau de conversion des volumes, vous allez avoir à l'intérieur d'une colonne, en fait, vous allez avoir 3 colonnes à chaque fois, et pas une colonne. Dans les millimètres, ça va être 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes, 3 colonnes. Et là, vous allez avoir des cubes, ce qui justifie la puissance 3 qui est ici. Bon. J'ai fait pas mal de séances en début de prépa sur les conversions, mais on reprendra les conversions, ne vous inquiétez pas. On reprendra les tableaux de conversion quand on passera sur des exercices, notamment avec les puissances aussi. Ok, il ne faut pas s'affoler hein, par rapport à ça. Ok. Bien, il nous reste un exercice, me semble-t-il, ou deux exercices. Donc, on vient de corriger l'exercice 7, l'exercice des plaques. Et là, on va passer à l'exercice 8. Voilà. Alors, pour l'exercice 8, on a une boîte qui contient 150 bonbons au chocolat noir et 120 au chocolat blanc. OK. Première question, donner sous forme d'une fraction irréductible, c'est-à-dire une fraction qu'on ne peut plus réduire, la proportion de bonbons au chocolat noir dans la boîte. Alors, je vous laisse réfléchir et me donner une réponse ou une méthode pour répondre à cette question. Donc on voudrait en fait une fraction qui représente la proportion des bonbons noirs dans cette boîte. Pas une question difficile. Mais la fraction, il faut qu'elle soit irréductible. C'est-à-dire qu'il faudra la réduire au maximum, la simplifier au maximum. S'il y a des propositions par écrit, hein, je suis preneur aussi. Il y a Katim qui propose 5 sur 9. 5 neuvièmes, oui, c'est ça. Alors, pour calculer la proportion des bonbons noirs, et donc cette proportion, donc on va d'abord regarder le nombre de bonbons noirs, 150, sur le total. C'est ça une proportion. Donc 150 divisé par 150 noirs, et on a 120 bonbons blancs. Donc ce qui nous fait 150 divisé par 270. Et maintenant, comment je vais faire pour réduire au maximum ma fraction, c'est-à-dire la rendre irréductible? Eh bien, il n'y a pas trop à chercher, on va tout simplement diviser par
le PGCD de ces deux nombres? Bah, c'est la définition même du plus grand commun diviseur. Simplifier une fraction, c'est trouver un diviseur commun. Voilà. Et donc, bah, si je veux simplifier au maximum, j'ai intérêt, donc il faut que je trouve le plus grand diviseur commun aux deux. Eh bien, je vais calculer le PGCD. Et si vous calculez le PGCD, 250 et 270, vous allez trouver 30. Donc, ce qui revient à diviser par 30, le numérateur et également le dénominateur. Donc, 150 divisé par 30, ce qui va me donner 5, et 270 divisé par 30, ce qui me donne 9. Bon. Voilà pour cette question. Bon, là, je l'ai détaillé au maximum, et j'ai fait en sorte de ne pas avoir vu pas mal de simplifications intermédiaires, parce que dans certains concours, on ne vous donnera pas des nombres assez faciles à simplifier. D'accord? Bon, là, on aurait pu s'en sortir facilement en simplifiant par 10 et ensuite par 3. Et on arrive au même résultat. Mais l'idée, c'était d'utiliser aussi le PGCD, puisqu'on est dans la série de l'arithmétique. D'accord? Donc, si vous avez trouvé le résultat autrement, c'est bien. Mais je vous donne les moyens pour les concours, parce que dans les concours, on ne vous donnera pas des choses aussi simples que cela. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette simplification? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, j'aurais pu également simplifier autrement en passant par la décomposition. Ça me permet de rappeler ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Donc, je fais pareil, hein, je fais semblant de ne pas avoir vu le zéro. Hein. L'histoire ici, c'est de travailler les méthodes. Hein. J'aurais pu décomposer 150 et 270 à la calculatrice ou manuellement, comme vous voulez, hein, en produit de facteurs premiers. Et donc, du coup, ça m'aurait donné 2 fois 3 fois 5 fois 5 pour 150 et 2 fois 3 fois 3 fois 3, donc 3 au cube, fois 5 pour 270. Et après, la simplification, maintenant, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a rien de compliqué. On va tout simplement barrer les nombres ou les chiffres qui sont à la fois présents dans le numérateur et le dénominateur. Le fait de barrer a une signification en mathématiques. Barrer, ça veut dire j'ai divisé par. Hein. Quand on barre le 2, c'est qu'on a divisé par 2. Et ce qui nous reste, c'est ça. Okay, il y a des gens en fait qui ont appris à barrer, mais on a tout simplement oublié de leur dire que le fait de barrer, ça veut dire que tu as divisé par ce nombre. Et donc je vais pouvoir barrer le 3 en divisant par 3, et il va me rester quoi? Il va me rester une possibilité de diviser par 5, et regardez, bingo, hein, il va me rester le 5 tout court, hein, tout seul, si vous voulez 5 fois 1, puisqu'il y a des 1 après, 5, et ici 3 fois 3, 9. Bon, une autre méthode qui est aussi pratique, parce que parfois dans certains exercices, au concours, on vous donne déjà la décomposition, donc ok, ça va toujours? Oui. Bon, allez, on va compliquer un peu l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que Hugo, il est un peu gourmand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé 3 chocolats noirs. Et puisqu'il avait encore envie de manger de chocolat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé dans le stock du chocolat blanc. Il a pris 3 noirs et 3 blancs. Et maintenant, on nous demande de recalculer la proportion. Et nous dire, surtout, attends encore la même proportion de bonbons ou pas. Justifiez votre réponse. C'est-à-dire que, est-ce que la proportion qu'on va obtenir maintenant est la même que la première ou pas? Sachant qu'il a pris exactement 3 blancs, exactement 3 noirs, est-ce que la proportion va bouger ou pas? Est-ce que
est-ce que la proportion va bouger ou pas? Et bien sûr, il nous faut une justification de tout cela. Alors, je vous écoute. Je vous laisse peut-être réfléchir. On a tendance à dire, bon, ben voilà, il a pris 3 de chaque couleur, donc la proportion, elle reste la même. On a envie de dire ça. Mais parfois, il faut se méfier. Des réponses comme ça, sans se poser, ça peut coûter cher. Alors, qu'est-ce que vous avez comme proposition? Est-ce qu'on peut recalculer la proportion? Oui ou non? Oui. Allez, c'est parti. On va calculer la nouvelle proportion. Donc, on sait que on a enlevé 3 noirs. Donc, il va nous rester 147 noirs. Sur un stock de 147 noirs, mais là aussi, pris 3 blancs sur un stock sur un nombre de 120. C'est ça, hein? Je crois que c'est 120. Ouais. Donc, plus 117. Donc ça, c'est la nouvelle. C'est la nouvelle proportion. Donc, si j'arrange tout ça, ça va me donner 147 divisé par 264. OK. Je vais essayer de la simplifier. Bon, ici, j'ai des multiples de 3, et ça se trouve, c'est le PGCD de 147. Donc, je vais la réduire au maximum, histoire de voir si je peux comparer. Donc, j'arrive à 49 88e. Voilà. Maintenant, l'exercice est presque terminé. Donc, je dois tout simplement comparer ces deux proportions. Donc, la proportion actuelle de 49 88e et la proportion initiale 5 neuvième. Ce qui revient tout simplement à comparer deux fractions. Alors, dites-moi comment on fait pour comparer ces deux fractions. Pour les comparer, il faut les réduire avant, les Voilà, simplifier. elles sont toutes les deux réduites là. Il n'y a plus rien à faire. Réduire, tu veux dire les simplifier. Oui. Elles sont déjà simplifiées. Ben, la plus grande, c'est 49 88. On ne peut plus la simplifier. Elle est déjà 49 et 88 sont premiers entre eux. Je veux dire, il n'y a pas de diviseur commun, mis à part là. La plus grande fraction, c'est 49 sur 88. Pourquoi? Pourquoi elle serait plus grande? Ah, je sais pas justifier. Pourquoi elle serait plus grande que celle-là? Si j'avais mis une fraction, je ne sais pas moi, si j'avais mis 72 114e, est-ce qu'elle est plus grande, plus petite? Donc là, tu vois, les nombres, ils sont plus grands, elle est plus petite. Hein.
On ne peut pas comparer des fractions si on n'a pas le même Dénominateur. dénominateur. D'accord? Donc, il faut d'abord, bon, une des méthodes, hein, je vous montrerai les deux méthodes. Une des méthodes ici consiste à les mettre au même dénominateur. Alors, pour pas me... Il n'y a pas de 36 000 dénominateurs communs ici. C'est qu'on va prendre le premier, on va le multiplier par le deuxième. Et on va prendre le deuxième qu'on va multiplier par le premier. Et on fait la même chose au niveau du numérateur pour que la fraction reste égale. Et donc là, maintenant, je peux comparer puisque j'obtiens deux fractions qui ont le même dénominateur, donc 792, 792. Et maintenant, on va tout simplement comparer les numérateurs. Donc 49 fois 9, c'est 441. Et 5 fois 88, c'est 440. Vous avez vu, c'était vraiment un 1, il y a un point sur 792. Hein. C'est vraiment léger. Hein. Donc, on voit bien avec pardon, ce dénominateur commun m'a permis de comparer ces deux fractions et je vois bien que 441, 792e est supérieur à 440, 792e. Donc 49 88e est bien supérieur à 5 neuvième, puisque celle-là est égale à celle-là et celle-là est égale à celle-là. Donc attention Elsa, on ne peut pas comparer des fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Il faut vraiment faire attention à cela. Alors, deuxième façon de faire, quand il y a ce genre de questions, pensez à utiliser vos calculatrices. Donc 49 88e et 5 neuvième, ben, on va utiliser la calculatrice et voir... non, pardon. C'est pas celle-là. Là, je me suis un peu... Oui, c'est ça. Donc 49 88e, 5 neuvième, oui, c'est ça. Donc on va passer à la calculatrice et on va voir ce que ça donne. On va chercher une écriture décimale et puis on va comparer, tout simplement. Donc la première, c'était 49 88e. Voilà. Donc j'obtiens une écriture décimale, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est pas gênant. Je vais comparer les deux. Et la première, c'était 5 neuvième. Voilà. Donc maintenant, j'ai les deux fractions. Voilà. Les deux écritures décimales approchées des deux fractions. Pour la première, c'est 0, regardez, donc là, je ne peux pas les comparer parce que j'ai les mêmes 5, deux mêmes 5. Et si je fais un arrondi, au millième, là, je vais pouvoir les comparer. L'arrondi au millième de la première, c'est 0, donnez-moi l'arrondi au millième de la première, de 49 88e. C'est 3 chiffres après la virgule? Oui. Quelle est la valeur de l'arrondi? C'est 3 chiffres après la virgule, mais c'est combien? 0,557. Très bien. Et le deuxième? 0,555. Ah non. J'ai un 5. Dès que vous avez un 5, vous ajoutez 1. Hein. C'est à partir de 5, vous ajoutez 1. D'accord? Donc, ben 0, ça revient à l'identique. ça revient. 0,556. Non, le premier, c'était 0,557. Oui. Et le deuxième, 0,556. Voilà. Donc, ça se joue à 1 millième près. D'accord? OK? Donc, la première c'est 0,557. Et la valeur approchée de la deuxième,
c'est 0,556. Donc évidemment, on retrouve le même résultat, c'est-à-dire que 49/80 est supérieur à 5/9. Donc la proportion, la nouvelle proportion est tout simplement plus grande que la première. OK? Bon, il nous reste du temps, on va corriger le 9. Alors le 9 aussi, c'est un exercice assez classique parce que il est bien, alors est-ce que j'ai ajouté une page? Alors, ce que je vais faire, hop, je vais dupliquer. Voilà. Alors j'étais en train de dire qu'il était intéressant dans le sens où, d'abord, c'est des exercices qui peuvent tomber, hein, puisqu'on est en train, ça mélange à la fois le calcul de PGCD, de PPCM, conversion des durées. Donc, c'est vraiment intéressant de mélanger les notions et voir ce que ça donne au niveau du raisonnement des candidats. Donc, on nous donne ici 1014. On nous dit de le décomposer. Alors je l'ai fait tranquillement à la calculatrice. Donc, la décomposition de 1014 en produit de facteur premier. Non, c'est eux qui l'ont donné, ça, c'est eux. Voilà, c'est 2. Ils nous la donnent. Hein. Donc, 2 fois 3 fois 13 au carré. Voilà la calculatrice, mais ça, on sait faire. Donc, vous voyez, hein, vous n'avez même pas besoin de le faire. Par contre, là, on vous demande de le faire avec la calculatrice. En plus, décomposer 374. Alors, ça aussi, je l'ai fait tranquillement. Donc, la décomposition de 374 en produit de facteur premier, 374. C'est, j'ai trouvé 2 fois 11 fois 17. Voilà pour la première question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Jules a une montre qui sonne toutes les 1014 secondes. Donc il a une montre. Alors, tous les cycles de 1014 secondes, elle se met à sonner. Bon, rien de particulier. Et il a un réveil qui sonne également toutes les 374 secondes. Et donc sa montre et son réveil viennent de sonner en même temps. Donc là, on est ici à l'instant T, donc les deux ont sonné en même temps. La montre, voilà. La montre qui sonne, voilà, la montre et son réveil. Donc la montre, je vais la mettre ici, par exemple. Et le réveil ici. Voilà. Ils ont sonné en même temps. Et donc maintenant la question, à quel moment, d'accord, donc combien d'heures, minutes, secondes vont-ils de nouveau sonner en même temps? Un exercice un peu difficile, mais si on le comprend tranquillement, on le pose, vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout. Alors j'explique. Donc on a une montre qui sonne toutes les 1014 secondes. Donc, par exemple, ici 1014 secondes. Alors ça c'est le cycle de 1014 secondes. Okay. Et j'ai un réveil qui va sonner, lui, toutes les 374 secondes. Voilà, donc ça, c'est des intervalles de 374 secondes, etc. Et donc, ça va se dérouler comme ça, et on voudrait savoir à quel moment ils vont tomber pile, c'est-à-dire la montre et le réveil vont sonner en même temps. À quel moment? Donc, si vous regardez bien, dans ce type d'exercice, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'additionner des intervalles et voir à partir de cette addition quand est-ce que les deux sommes des intervalles différents là tombent pile.
Et en fait, quand on additionne des intervalles, on est en train de regarder des multiples. Et on est en train de regarder des multiples qui vont coïncider. Et ça s'appelle multiples communs. Mais on est d'accord, ça va se répéter à l'infini, cette histoire. C'est-à-dire qu'ils vont coïncider ici, ça va repartir, recoïncider, etc. Et donc, on est en train de chercher le plus petit multiple commun à ces deux nombres, c'est-à-dire à 1014 et 374 secondes. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais en tout cas, le fait de répéter ces intervalles, on est en train de regarder les multiples de 1014, les multiples de 374, et on cherche à quel moment ces multiples vont être égaux. Et ça s'appelle, quand ils sont égaux, on tombe sur le plus petit commun multiple. C'est-à-dire, on est en train de chercher le PPCM de 1014 et de 374. Bon, là, vous avez plusieurs façons de calculer le PPCM. Je reviens d'abord au cours. Dans le cours, je vous ai donné une technique qui dit quoi? Quand vous cherchez le PPCM de deux nombres, vous avez une relation entre le PPCM et le PGCD qui est la suivante. Vous avez toujours le produit de deux nombres qui est égal au PGCD de ces deux nombres multiplié par le PPCM de ces deux nombres. Donc, si vous avez le PGCD, vous trouvez le PPCM. Et si vous avez le PPCM, vous trouvez le PGCD. Pour le PGCD, on sait le retrouver, donc vous calculez votre PGCD et vous divisez le produit par le PPCM. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, bon, c'est la calculatrice. La calculatrice, elle sait faire. Hein. Donc, on va directement à la calculatrice. Math. Et au lieu d'aller PGCD, on peut aller directement à PPCM. Entrée. PPCM, donc on a dit de quoi comme nombre? Donc 374. Toujours point virgule. Et le deuxième, c'est 1014. Je ferme la parenthèse. Et donc, ça me donne 189, 618, que je vais venir écrire là. 189, 618. C'est ça. Ça veut dire qu'au bout de 189, 618 secondes, l'horloge et le réveil vont ressonner en même temps. Et encore, si j'ajoute encore 189 618 secondes, ils vont ressonner encore une fois en même temps. D'accord? Alors, je voudrais vous montrer une autre méthode qui vous permet de trouver le PPCM. Eh bien, en fait, cette méthode nous demande la décomposition des deux nombres en facteurs premiers. Sauf qu'on l'a déjà. Donc, je vais l'écrire. Donc, 1014, on l'avait déjà. C'était 2 fois 3 fois 13 au carré. Et 374, c'était 2 fois 11 fois 17. Alors, quand vous calculez le PPCM, 374, 1014. Vous vous rappelez, le PGCD, on cherchait ceux qui étaient communs aux deux. Et on prenait donc le même nombre. Là, c'est le contraire qu'on va faire. Donc là, on va prendre tous ceux qui sont, donc par exemple ici j'ai un 2, ici j'ai un 2. Si j'avais ici 2 au carré, j'aurais pris 2 au carré.
Donc là, j'ai qu'un 2, donc je le prends. Et si j'ai un 3, et si je ne l'ai pas, donc je le prends quand même. Vous prenez les nombres qui sont au moins dans l'un des deux. Ici, vous avez 11. Ici, vous avez 13 au carré. Et vous avez 17. On prend tous les nombres, d'accord? Puisqu'on cherche le plus petit commun multiple. Donc, le 2, il est là, donc il est déjà là dans les deux, donc c'est bon. Si j'avais 2 au carré, j'aurais mis 2 au carré. Le 3, il est là, mais il n'est pas là, mais je le prends quand même. Vous prenez tout ce qu'il y a. Hein. Le 11, voilà. Le 13, il est au carré, fois 17. Et donc, si vous faites ce multiple-là, vous allez trouver, donc 2 fois 3, fois 11, fois 13 au carré, fois 17, vous allez trouver le même résultat qu'on a trouvé à la calculatrice, c'est-à-dire 189 618 secondes. Alors, mais attention, la consigne, c'était de donner le résultat en heures, minutes, secondes. Comment je vais faire? Je vous écoute. Donc, je sais que l'horloge, non, c'était la montre et le réveil. La montre et le réveil vont sonner, ouais, je vais utiliser le bleu. Je vous écoute comment faire pour passer en heures, minutes, secondes. Donc l'horloge, non, la montre, pardon. Allez, on va y arriver. Hein. Le réveil et la montre. Le réveil et la montre sonnent en même temps au bout de 189 618 secondes. Soit, donc je voudrais cette durée en heures, minutes, secondes. Comment je vais faire? Je vous écoute. Voilà, normalement, vous êtes censé savoir le faire sans problème. Il s'agit de convertir une durée qui est à la base en secondes, en heures et en minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose par écrit, Elsa, ou pas? Non. Ah, Katem. T'as un micro, Katem, ou pas? Ou, c'est pas si... Oui, Il a Katem. levé la main. Oui. Vas-y, Katem. Ah. Bon. Pas de micro, peut-être? Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, Katem, parce que je ne me rappelle plus le... Mais bon. Par écrit, Katem, peut-être? Non? Bon, c'est Non, il pas... n'a rien écrit. Ok. Elsa, une proposition ou pas? Non. Alors, si j'ai une durée en secondes, et je voudrais la convertir en minutes, comment je vais faire? Je vais tout simplement fabriquer ou former des paquets de 60 secondes. Tu es d'accord, Elsa? Je vais prendre Oui. parmi ces secondes-là des paquets de 60 que je vais convertir en minutes. Ça revient à poser une division euclidienne par 60. Donc, convertir les secondes en minutes, on va tout simplement diviser par 60 en utilisant une division euclidienne. Alors, pas compliqué, la calculatrice, elle va m'aider à le faire. Je ne vais pas faire ça tout seul, mais je pourrais. Hein.
Donc 3 fois 60, ça fait 180, etc. Je descends le 9, le 6, etc. Mais ça, la calculatrice va m'aider à le faire. Donc, je vais aller avec la calculatrice et je vais tout simplement lui dire, je voudrais diviser 189 618 secondes en division euclidienne par 60. Terminé. Elle me dit quoi? Elle me dit, tu vas trouver voilà, un reste égal à 18. Donc ça, c'est les secondes qui vont me rester que je ne pourrai pas convertir en minutes. Et j'ai 3160 minutes. Ça me fait 3160 minutes et 18 secondes. Et là, je vais écrire. Donc, du coup, ça me permet d'écrire donc 189 618 secondes. C'est tout simplement égal à 3. Est-ce que j'ai tapé le bon nombre? Je refais 189 618 secondes. Alors 189 000, ah oui, 618, ouais, c'est ça. Divisé par 60, 3160 et ouais, c'est ça. Pas d'erreur. Donc on va pas, faut pas faire d'erreur à ce niveau-là. Donc ça me donne 3160. Donc ici c'est 3160. Et j'ai un reste égal à 18 secondes. Voilà. Plus 18 secondes. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On me dit de convertir en heures, minutes, secondes. Donc là, j'ai des minutes, mais ça, je peux encore convertir en heures. 3160 minutes, je peux les convertir en heures. Eh bien, je vais tout simplement, je sais que dans une heure, il y a 60 minutes, eh bien, rebelote, je divise encore par 60 pour convertir cette durée en heures. Eh bien, je ne vais pas m'embêter. Encore une fois, je vais solliciter ma calculatrice. Donc 3160 que je voudrais convertir minutes du coup en heures. Ce qui va me donner 52 heures. Voilà. Et il va me rester 40 minutes. Donc 52 heures. Ça, c'est des heures. Et le reste, c'est les restes des minutes. Donc 52 heures et 40 minutes. Un paquet de 40 minutes. Bon, ça y est, j'ai fini. Alors maintenant, voilà, j'ai ma conversion. Donc 52 heures, 40 minutes, 18 secondes. Donc le réveil et la montre de notre élève vont sonner au bout de 52 heures, 40 minutes et 18 secondes. Donc c'est un exercice qui mélange l'arithmétique et les conversions de durée. Donc c'est un exercice potentiellement intéressant pour un sujet de concours. D'accord? Et donc c'est le même raisonnement. Hein. Donc ça, c'est vraiment les exercices types qu'il ne faut pas louper. Il faut vraiment les travailler et bien les mémoriser puisqu'ils peuvent tomber. Bon, voilà. Je pense qu'il nous restait un exercice, mais on le laissera pour la prochaine fois. C'est pas gênant. Parce que là, on a trop avancé. Comme ça, je vous libère. Et je me libère également. Sauf si vous avez des questions. Non, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Bon, c'était un peu chargé parce que je voulais quand même arriver à boucler la correction des exercices. Alors, Katem, il a répondu. Alors, j'ai pas vu ce que... Alors, je vais remettre conversation. Alors, Katia, oui, Katia, oui, désolé Katia, donc je voyais pas les... Donc, ouais, ok, c'est bon, tu as trouvé 52, bah c'est parfait. Oui, parce qu'avec les pseudos, je ne vois pas vraiment vos prénoms ou vos noms respectifs.
Bien, très bien on était à la 17e, hein, pour cette 17e séance. Alors, je pense que la prochaine fois, on passera à un autre chapitre. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Probablement, on passera un petit peu de géométrie. On parlera peut-être Pythagore. Je vous dirai en temps et en heure, hein, donc je vous enverrai les documents. Il commence à faire nuit. Oui, parce qu'on a assez fait d'arithmétique. Donc l'exercice 10, je le corrigerai parce que c'est son déroue dentée, ça tombe aussi dans certains sujets, je le vois parfois. Et puis ensuite, on passera à un nouveau chapitre, on alternera un petit peu, donc géométrie. Alors je ne sais pas, ce sera Pythagore ou Thalès, mais je pense qu'on commencera par Pythagore, c'est assez sympathique. En tout cas, pour bien rappeler, on commencera par rappeler un petit peu ce que c'est ce que c'est que l'hypoténuse, ce que c'est qu'un triangle rectangle, etc. Et on posera un petit peu d'abord les définitions, le vocabulaire utile pour la suite. Ok, je ne veux pas être plus long. Gros souci avec Scratch, à quel niveau, Katia? Par rapport à la géométrie, tout ce qui est figure? Parce que sur tout ce qui est figure géométrique, oui, tracer une figure à partir d'un programme. Alors, il faut que tu ailles sur ma chaîne, hein, j'ai fait une vingtaine, si ce n'est pas une trentaine de séances sur les tracés des figures. Ça balaye toutes les figures possibles. Et on a fait aussi pas mal de séances là-dessus, hein. Donc, essaye d'aller sur ma chaîne, tu vas trouver de quoi te nourrir. Et si ça pose encore problème, fais-moi signe et on fera une séance. De toute façon, on reviendra sur ces séances de Scratch, hein, c'est pas fini, hein. On refera aussi du Scratch avec comment ça s'appelle, avec l'arithmétique, avec tout ce qui est diviseur multiple, avec des programmes de calcul. Il n'y a pas de souci, hein. Allez, je vous dis passez une très bonne soirée et puis bonne reprise à ceux et enfin, celles qui ont repris, celles qui nous regardent et ceux qui nous regardent en replay. Je sais qu'il y a trop de travail en ce moment, voilà, il faut gérer les priorités, mais n'oubliez pas votre concours. Voilà, donc voilà, restez toujours organisé, hein, donc bloquez des créneaux pour vos révisions pour que vous soyez pas débordés, hein. Allez, bonne soirée et un mercredi prochain. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir, merci.